Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour Emmanuel Le Floch. Bonjour Alexis. Emmanuel, tu es actuaire de formation et tu as fait ton parcours professionnel dans le courtage de réassurance, essentiellement au sein du groupe E.ON. Tu as été nommé directeur général de E.ON Reinsurance Solutions en juillet dernier, juillet 2023. Et je te remercie donc de nous accueillir pour ces entretiens de la PREF. Ce sont les troisièmes, après ceux que nous avons dédiés au transport et plus récemment au renouvellement en 2024. Et ceux-ci sont dédiés au courtage de réassurance, ça tombe bien. Et donc pour planter le décor, j'aurais aimé te demander quelles sont pour toi les missions d'un courtier de réassurance. Alors tout d'abord, merci de l'opportunité que vous nous donnez à PREF de présenter l'émission du courtier de réassurance, et merci à toi Alexis d'avoir pensé à nous. Les missions du courtier de réassurance, elles se résument assez simplement, et j'y viendrai dans le détail ensuite, en disant que notre objectif, c'est d'accompagner et de conseiller nos clients dans le transfert de leurs risques assurantiels. Alors, nos clients, ils sont assez divers et ils représentent à peu près tout le spectre assurantiel français. Évidemment, il y a des assureurs, des banques assureurs, des mutuelles, des institutions de prévoyance et plus récemment des nouveaux acteurs, courtiers grossistes, captifs d'assurance, captifs de réassurance. Et il y a aussi un volet du courtage de réassurance qui est lié au transfert de risque des réassureurs eux-mêmes lorsqu'ils recherchent de la couverture pour protéger leur bilan. Les missions qu'on exécute, elles sont je préfère les distinguer et dire qu'elles sont de deux types. C'est des missions de conseil et ensuite des missions de courtage. C'est-à-dire qu'il y a historiquement un volet de courtage qui est donc l'intermédiation, le placement, etc. Mais depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, la part du conseil est croissante dans notre métier et on va voir après, lorsque je vais décrire en quoi ça consiste précisément, en quoi c'est devenu si prépondérant. Pour l'expliquer, je vais essayer de prendre un peu ce qu'est la chronologie, ce qu'est la chronologie de nos missions auprès des assureurs. Et ça commence toujours par une forme d'une aide à la cartographie des risques, d'une analyse des risques, d'une modélisation. Et ça, c'est une part sans cesse croissante de notre métier, à telle enseigne que tu as fait référence au fait que j'étais actuaire. Lorsque je suis arrivé, on n'était pas très nombreux en termes d'actuaires, et je dois dire que maintenant, j'ai peine à les compter. Et donc cette part de modélisation, elle est devenue prépondérante. Elle sert ensuite, cette part de modélisation et d'analyse, à définir ce que sont les alternatives pour l'assureur de rétention, de transfert et à quelles conditions et d'efficacité de ces modalités de transfert. Il y a ensuite une phase, on va dire un peu plus opérationnelle, qui consiste à préparer l'acte, ou en tout cas la négociation du transfert de risque vers les réassureurs ou tout autre preneur de risque. Et dans cette phase-là, on a à la fois des éléments de préparation du dossier, de préparation des données, de préparation finalement de la mise en avant des singularités de tel ou tel client ou de tel ou tel risque, etc. On a en parallèle une mission qui est celle d'élaborer les documents qui seront le socle du contrat ou de l'accord contractuel entre l'assureur et les réassureurs, puisqu'il s'agit dans la plupart des cas de réassureurs. Et cette partie-là est aussi devenue très prépondérante dans notre métier. Non seulement l'élaboration, mais le conseil préalable à l'élaboration de ces contrats. Le troisième volet, c'est évidemment l'interaction en elle-même avec les preneurs de risques que sont les réassureurs. À la fois pour préparer les échanges, mais aussi déterminer ceux et celles des réassureurs qui seront intéressés à tel ou tel type de solution de transfert de risque qui sera mise en place. Ensuite, une fois que cette partie-là, cette phase préparatoire, on passe dans une phase plus transactionnelle, on va dire, dans laquelle on a une négociation pour le compte des clients des meilleures conditions possibles. Alors par meilleures conditions, il y a un équilibre à trouver entre les conditions économiques, les conditions d'un placement, la sécurité de ce placement. Chaque assureur peut avoir
son propre curseur sur la manière dont il considère l'équilibre entre les garanties, les capacités, le prix, etc. etc. Et enfin, une fois cette négociation arrivée, et une fois les conditions du traité définies, ou en tout cas du transfert de risque défini, on passe à la phase du placement, qui est en fait une phase dans laquelle on va approcher un grand nombre de réassureurs pour compléter le placement du transfert de risque derrière le réassureur principal qu'on appelle appériteur. Et enfin, et ça c'est une partie qui n'est pas forcément bien connue, ou en tout cas qui est une partie qu'on prend pour acquise et qui est en fait une partie là encore où il y a beaucoup de valeur. Il y a tout un sujet de traitement des flux de primes, ça c'est relativement simple, mais aussi de traitement des flux comptables et des flux sinistres lorsque le sinistre se déclare. Et cette partie du flux sinistre, c'est un point sur lequel on insiste beaucoup parce que c'est la vraie promesse du contrat. En réalité, dans un contrat d'assurance comme de réassurance, il ne prend pour le client toute sa valeur ou l'essentiel de sa valeur qu'au moment de la réalisation du sinistre. Et donc c'est un moment important et on accompagne aussi nos clients dans ce moment-là, à la fois en conseil et aussi en négociation avec les réassureurs lorsque la négociation est nécessaire. Et pour résumer, le métier du courtier de réassurance, c'est celui à la fois d'un conseil du client, à la fois d'un médiateur ou de celui qui recherche le consensus entre les demandes des preneurs de risques et les attentes des assureurs. Et à ce titre, il requiert beaucoup d'interactions et à la fois une préparation relativement importante, comme j'ai expliqué, et à la fois la faculté de s'adapter au fur et à mesure que les demandes des réassureurs peuvent évoluer. Merci, donc c'est très clair. Merci Emmanuel, c'est très clair. Peut-être pour rebondir sur la mission de placement, j'aurais voulu savoir quelle était ta vision, ton analyse des dernières années en termes de dynamique de marché, d'offres, de demandes, de capacité. Alors, il y a une première réflexion qui me vient sur cette dynamique, c'est celle d'une diversité, en réalité, des changements, lorsqu'il changement il y a eu. Alors, le point que je veux souligner par là, c'est qu'on a constaté ces 2 ou 3 dernières années une incroyable différence entre le contexte du marché de la réassurance vie et celui de la réassurance non-vie. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on aurait pu s'attendre, le marché de la réassurance historiquement est un marché très orienté non-vie, on aurait pu s'attendre à ce que les changements majeurs, je reviendrai après, intervenus sur le marché de la réassurance non-vie influencent aussi celui de la réassurance vie, et en l'occurrence, il n'en a pas été vraiment, on ne l'a pas vraiment observé en tout cas. Le marché de la réassurance vie, il est resté très influencé par les effets de la crise précédente, on va dire, notamment celle liée à la pandémie du Covid, et ses conséquences ultérieures sur les politiques de santé, sur les questions de maladies de long terme, etc. etc. Mais elle est restée néanmoins relativement fluide, cette offre de réassurance, et les acheteurs de réassurance vie ont été soumis aux mêmes affres que les acheteurs de réassurance non-vie. Ces derniers, eux, ils ont fait face à un changement assez brutal et assez rapide des conditions auxquelles ils faisaient face, mais pas seulement des conditions. Ils ont vu notamment des changements de politique de souscription à l'automne 2022 très, très brusques et majeurs des réassureurs, probablement justifiés et même certainement justifiés par une rentabilité des réassureurs sur la période précédente qui était relativement faible, ou en tout cas pas au niveau des attendus, mais qui ensuite a étonné par son ampleur. Et j'y reviendrai après, notamment lorsqu'on fait le solde à l'arrivée de ces modifications. Donc on a vu des modifications à la fois de politique de souscription, des réassureurs qui ne voulaient plus s'intéresser à certains types de risques, ou plus à certaines zones de risque. On a vu des réassureurs insister je parlais tout à l'heure de l'importance du contrat dans
dans le transfert de risque en réassurance. On a vu des réassureurs insister beaucoup pour que soient modifiées les clauses des contrats, allant inévitablement vers une réduction de la prise en charge des enjeux des assureurs. On a vu aussi, et c'est un point majeur, mais qui est moins majeur que les deux premiers au fond, on a vu des conditions économiques beaucoup changer, des prix augmenter. Est-ce que tu peux aussi élaborer sur le côté demande de capacité? Parce que tu as beaucoup élaboré sur l'offre qui a changé. Est-ce que la demande a aussi été influencée, je pense, à l'inflation qu'on a connue ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des dynamiques aussi qui sont intéressantes de ce point de vue-là? Alors, incontestablement, l'épisode d'inflation a mécaniquement généré des demandes croissantes, accompagnant non seulement la croissance des portefeuilles et du coût des expositions, mais aussi la croissance de la valeur des biens assurés. Et donc on a vu une demande de capacité augmenter, probablement de l'ordre d'une dizaine de pourcents en 2 ou 3 ans. Mais on a vu aussi des demandes d'accompagnement de niveau de priorité qui n'ont pas trouvé, ou très partiellement trouvé, de réponse. Et ça a eu cette dissociation entre l'offre et la demande, notamment pour ce qui concerne les priorités, un effet supplémentaire qui est celui d'une croissance de l'offre alternative. Notamment, on a vu réapparaître des demandes sur les véhicules internes de réassurance, on a vu réapparaître des demandes sur la cession en facultative, on a vu beaucoup de cessions de risques sous la forme de titrisation ou cat bond. Et ça, incontestablement, c'est aussi une évolution importante de ce marché.